Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça c'est notre projet, Instant Football. Alors Instant Football, c'est une émission où nous parlerons des 5 principaux championnats européens toutes les semaines, à savoir la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Ensuite, on enchaînera sur une chronique pronostic où chaque chroniqueur de chaque championnat nous donnera sa cote à jouer et nous dira pourquoi. Nous aurons ensuite une chronique Jeunes Espoirs où chaque semaine, un chroniqueur, qui sera le cadet de notre émission, nous présentera un joueur en devenir. Et nous terminerons donc sur une chronique amateur où nous offrirons une tribune au monde amateur afin qu'ils puissent s'exprimer sur leurs idées. Philosophie de jeu, une tactique, le rôle spécifique d'un joueur. Et pour finir, nous aurons l'honneur d'avoir un invité chaque semaine qui viendra promouvoir son actualité, à savoir dans le sport ou autre, musique, etc. Voilà. Donc on se retrouve tous les mardis sur la chaîne YouTube Instant Football. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Instant Football. Donc notre nouvelle émission footballistique en hebdomadaire sur une chaîne YouTube. Alors je vais commencer par vous présenter les chroniqueurs. On va commencer donc par Jean-Yves. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Martin, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Heureux d'être là. Très heureux. Content d'être cette première. Allez, c'est le début d'une belle aventure. Super. Antonis, bonjour Antonis. Salut tout le monde. Florent alias Béné. Enchanté. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Laurent. Enchanté, salut l'équipe. Mardi. Enchanté. Et celui qui nous fait le plaisir d'être notre parrain, Amar. Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Heureux de participer à la première De Instant Football. Super. On va commencer donc du coup messieurs avec la première chronique de cette émission, donc les équipes en forme des 5 principaux championnats européens. Donc on va commencer par le championnat de France avec Nordi. Alors, avant de commencer sur le championnat de France, avant de vous dire mon équipe que je trouve en forme actuellement, je vais vous faire un petit récap des principaux résultats de la 5e journée de Ligue 1. Donc, on a Lille qui s'est imposé vendredi 2-1 face à Angers. PSG a gagné, on a vu avec ce magnifique but de Neymar 1-0 face à Strasbourg. Et quant au concurrent direct pour la 3e place, Lyon a trébuché à Amiens de partout. Et l'équipe en forme à l'heure actuelle, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 4-3 à 2 face à Monaco. Donc je l'ai mise en équipe en forme par rapport aux 3 victoires consécutives. La victoire à Nice, la réception Saint-Étienne, voilà, Saint-Étienne de Benedetto, et il y a la victoire contre Monaco. Donc moi je trouve que c'est l'équipe en forme. Dans le jeu c'est pas flamboyant, mais il y a quelque chose à noter par rapport à l'année dernière. On sent déjà qu'il y a un nouvel état d'esprit. Le championnat a mal démarré avec cette défaite contre Reims, ce match nul contre Nantes à la Beaujoire où c'était vraiment catastrophique dans le jeu. Là, je trouve qu'il y a du mieux et je vais personnifier, on va dire, cette amélioration collective par 2 hommes. C'est Álvaro González qui est rentré dans l'équipe à Nantes, je trouve qu'il couvre bien Camara, qui soulage la défense. Et Benedetto, du coup, on est obligé de parler de lui. Effectivement, t'es en forme, 4 buts en 4 matchs. Au début, les 2 recrues étaient discutées et discutables, surtout sur Benedetto qui est arrivé. On sait qu'il a fait les croisés il y a pas si longtemps que ça. Beaucoup douté de sa forme. Et voilà, le fameux penalty, il commence mal, ce penalty. C'est peut-être enfin le grand attaquant que l'on cherchait. On verra, mais en tout cas, je trouve que c'est 2 hommes qui apportent énormément. Hier, la défense n'a pas été bonne parce que j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ils étaient mal alignés, ça jouait un peu trop haut et du coup, les Monégasques profitaient des espaces. Mais ensuite, l'OM a su réagir face à un adversaire très friable défensivement. C'est vrai que Monaco fait défensivement. Voilà, mais je trouve qu'il y a des choses à améliorer, mais je vois l'OM en ce moment sur une bonne série et on verra ce que ça va donner contre Montpellier. Et moi, je trouve que l'OM peut jouer la 3e place si on garde cette ligne directrice, cette régularité-là et surtout cette
cette mentalité, je sens que la mentalité est régénérée, tout simplement. Très bien, merci Nordine. On va poser la question à nos chroniqueurs. Qui veut réagir? Quelqu'un Je vais dire sur ce qu'il a dit Nordine. Un début de saison assez poussif de l'OM. Hier, on a vraiment vu les prémices de ce que Villas-Boas veut mettre en place avec beaucoup de mouvements au milieu, avec Lopez, Sanson qui permute pas mal, avec Strootman qui est devant la défense. Mais là où je veux rebondir, c'est surtout sur le niveau défensif de l'OM. Je pense que l'OM hier a été défaillant au milieu sur ces deux premiers buts, où il s'est fait transpercer sur une passe à chaque fois. Et deux actions, ça fait deux buts. C'est pas, à ce niveau, ça ne doit pas arriver. Et après, je pense qu'il y a une troisième homme qui est en forme, c'est le retour de Steve Mandanda. Depuis le début de saison, qui est présent sur les sorties aériennes, dans les arrêts décisifs. Donc voilà, à voir la suite. Laurent, tu veux réagir? Ce qui fait un peu peur aussi, c'est le remplacement quand tu perds le ballon. Tu vas au milieu de terrain. Les deux premiers buts qu'on se prend, il y a beaucoup de boulevard. Non, mais parce que l'OM jouait trop haut. Mais tu n'as pas de remplacement. Ça fait que c'est ça. Et là, tu te dis, bon, tu as gagné 4-3 contre Monaco. Monaco, ok, le temps qu'ils remontent l'équipe, etc. Ils sont 19e, normalement, je pense qu'on est tous d'accord, ils ne sont pas trop à leur place. Mais il va falloir progresser là-dessus. Là, vraiment, il va falloir progresser là-dessus pour viser, justement, comme le dit à juste titre Nordine, avec les 3 premières places. C'est la nuance que je voulais apporter, c'est justement ça. On voit dans l'équipe qu'il y a des choses rassurantes, comme je l'ai dit, Alvaro Gonzalez. Camara hier n'a pas. C'est pas trop pessimiste non plus. Voilà. Camara hier a fait le penalty sur la main, bon, ça peut arriver. Mais comme je trouve que le point faible, c'est justement ce milieu de terrain-là, même si Strootman est mieux dans cette position de sentinelle, c'est quand même compliqué au niveau de la mobilité, au niveau des replacements défensifs. Et il y a des fois, en Ligue 1, on sait qu'il y a des équipes ultra rapides dans la transition. Par exemple, la semaine prochaine, tu joues Montpellier, il y a quand même des bons joueurs au milieu de terrain comme Florent Mollet, comme Ferry, et c'est des joueurs qui justement profitent de ces espaces-là. C'est ça, donc c'est un peu le point faible, parce que hier Lopez a touché énormément de ballons, mais défensivement, est-ce qu'il t'apporte quelque chose vraiment? Je ne sais pas. C'est le petit doute que j'ai sur le milieu de terrain. Anthony, qui voulait me parler. Moi, je trouve que pour le podium, le problème qu'il y a, c'est qu'à Marseille, pour l'instant, on n'a pas de véritable 6. On a le milieu de terrain qui, pour moi, est beaucoup trop friable. Strootman, pour vous, c'est pas. Strootman, pour moi, 6, pour moi, c'est pas vraiment fait de son poste. Et hier, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il s'est souvent retrouvé seul et il a pris de multiples vagues. Alors, certes, après, on peut dire que sur le second but, peut-être qu'il se fait dribbler trop vite, qu'il met du temps pour revenir. Mais moi, je l'ai trouvé seul. Je trouve que les deux équipiers, Sanson et Lopez, étaient beaucoup trop hauts. Ne les peut-être pas vraiment. La transition défensive. C'est ça. Parce que, et après, je trouve que pour Marseille, cette année, ce qui manque, c'est qu'il y a eu 2-3 postes clés où il n'y a pas eu vraiment de renfort, tout simplement. Je trouve que Payet côté gauche, ça ne va pas. La blessure de Thauvin laisse ça doublure du poste défenseur droit, milieu droit. C'est-à-dire que s'il y a une blessure. Amputé de Sakai, Sakai qui n'était pas là. Radonjic aussi. Radonjic il a fait une bonne préparation, mais j'avoue que sur les quelques matchs de Ligue 1 qu'il a fait pour l'instant, il n'a pas donné satisfaction. Et du coup, sur le long terme, on va passer la parole à Florent. Non, moi je pense que le gros problème de l'OM, c'est, comme on dit, le milieu défensif, c'est Strootman. Moi je pense qu'il est très lent, il est dépassé. Donc on a recruté Rongier. Pourquoi pas le mettre à la place de Strootman? Non, mais c'est pas un défensif, c'est pas un 6 pur. Sanson, Lopez et. Moi je pense que Rongier peut le faire. Je pense que Rongier peut jouer ce poste-là. Pas certain d'utiliser. Après, Payet, tu as tout à fait raison, je pense qu'il serait mieux derrière un attaquant. Et le problème, c'est qu'on a perdu Ocampos, qui jouait sur rôle à gauche. Exact. Donc Radonjic, je pense qu'il a encore trop de temps. Il y a battu un travail immense. Il y a aussi le jeune Isaac Liadji, qu'on attend de voir. Ah, on va voir, oui. On attend de voir, surtout qu'il n'y a pas de doublure. Tu as surtout Villas-Boas, il a maintenu, il a dit que Payet, il ne pourra pas jouer derrière l'attaquant. Il en a et pas, il sera ailier gauche. Et vu comme il a tendance à dire ce qu'il fait, Villas-Boas, c'est très clair quand il part, je ne pense pas que Payet jouera derrière l'attaquant toute la saison. Très bien, on va donner quand même la parole à notre parrain, Amar. Je rejoins à peu près tout le monde. Oui. Moi déjà, par rapport à l'année dernière, on est sur le même modèle de jeu. On n'a pas changé de modèle. La philosophie, on ne la connaît pas encore de Villas-Boas, c'est trop tôt. Vous connaissez celle de Garcia, qui plaît à certains, qui à d'autres. Là, l'Olympique de Marseille m'ont plu sur ce match-là parce qu'ils ont décidé de changer de façon de jouer. C'est-à-dire qu'ils ont joué en réaction. Ils ont pris 2 buts, ils ont essayé de fermer, ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi le but, ils ont eu peur. Et puis on a vu un OM comme on aime, quoi. Donc sortir, pas avoir peur de prendre des buts parce que c'était trop tard. Jouer au final, ça paye puisque
Au niveau de l'efficacité, on a qu'il faut. On n'avait pas qu'il faut avant, puis on a qu'il faut maintenant, on a Benedetto, ça marche, ça rentre. Si tous les dimanches on en prend 10, mais qu'on en met 11, moi je signe dessus. Bon, très bien. On va conclure sur ça, cette première partie de la chronique donc, du championnat de France. On va passer donc au championnat allemand. Messieurs, donc on passe à la Bundesliga et avec donc Florent qui a choisi de nous parler du Red Bull Leipzig. Non, c'est pas du Red Bull Leipzig. Ah, autant pour moi. C'est Rasenball Sport. D'accord. Je vous explique, en Allemagne, on n'a pas le droit, en fait, les sociétés, d'avoir leur nom sur les L'info, vous avez vu l'efficacité, messieurs. D'accord. Bien sûr, le club appartient à la firme Red Bull, mais en fait, c'est pour avoir les mêmes initiales, RB. Donc Rasenball, ça veut dire donc sport. contourner la loi quelque part. Exactement, tout à fait. Ça veut dire quoi, ça dit Rasenball Sport. Ça veut dire sport, balle de pelouse. Il a révisé. Tout simplement. J'ai très bien révisé. Quelqu'un de studieux, j'aime bien. Alors dis-nous un petit peu. Donc tout simplement, je vais vous parler de Leipzig qui est leader de son championnat. Donc 10 points sur 12, 3 victoires et un match nul. Le match nul récent, c'était ce week-end face au Bayern de Munich. Donc je ne sais pas si les internautes ou même vous avez vu le match. Leipzig, c'est une équipe, franchement, qui peut jouer les troubles faits dans ce championnat. Non. Vraiment. Ça joue vraiment très très bien. Donc le premier match, ils ont gagné 4-0 à l'extérieur à l'Union de Berlin. L'Union de Berlin a quand même gagné 3-1 contre le Borussia Dortmund à domicile. Après, ils sont partis gagner à Mönchengladbach aussi, qui est une très bonne équipe de Bundesliga 3-1. Ils ont reçu Francfort, qui a fait l'Eintracht Francfort, qu'ils ont gagné 2-1. Et ce week-end, ils scorent de parité 1-1 contre le Bayern de Munich. C'est une équipe qui tient la route et qui réussit son début de championnat. Exactement. Avec un joueur phare qui s'appelle Timo Werner. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. International allemand. 4 buts pour l'instant. Donc pour moi, c'est la star de cette équipe. Et avec plusieurs autres joueurs. Et les Forsberg. T'es recrue forcément La recrue phare cet été, ça a été un coucou en provenance du PSG. 13 millions plus 2 millions de bonus. Ça a été la recrue phare. Après, Leipzig aime bien recruter aussi chez son homonyme Salzbourg, le Red Bull Salzbourg, dont ils ont recruté Aïdara. Ok. Milieu défensif. Milieu défensif, tout à fait. Ils ont une politique de recrutement assez spéciale, non par rapport au certain âge de certains joueurs. C'est ça, ils parient sur la jeunesse. Voilà, c'est ça. Et le président, je sais qu'il ne veut pas les joueurs de plus de 28 ou 30 ans, je sais pas. Exactement. C'est une équipe en fait qui parie sur la jeunesse, qui est une équipe qui est extrêmement portée vers l'avant. Déjà, leur coach est jeune, leur coach. Julian Nagelsmann, oui, c'est un des plus. L'entraîneur d'Offenheim, il me semble. Il a quel âge? C'est le deuxième. Le plus jeune, c'est celui d'Offenheim. Après, c'est plus totalement une surprise, Leipzig. Ça fait 3 ans parce que quand même s'est installé derrière Dortmund et de gros moyens le Bayern. Après, c'est toujours une surprise parce que ça fait que 3 ans qu'ils sont en Bundesliga. Ils n'ont pas je suis d'accord avec toi. Mais depuis qu'ils sont montés en Bundesliga, ils sont là. Ils maintiennent le cap. Les champions, ils ne sont pas ridicules. Ils jouent comme aussi les troubles faits pour sortir des poules. Donc ça reste c'est cohérent. Ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent quand même à retenir leurs joueurs. Tu vois, des joueurs comme Konaté, comme Werner, tout ça. Pas Mécano, tu vois, ils arrivent à les retenir sur le mercato. Donc ça, c'est signe que le club veut grandir. Il ne veut pas être que dans le trading, tu sais, vendre des joueurs, récupérer la somme pour ensuite reconstruire. Non, l'équipe veut faire des résultats. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut marcher. Leur plus grosse vente, ça a été l'année dernière avec Naby Keita, qui a rejoint Liverpool. Donc très grosse vente. Mais c'est vrai qu'ils ne font pas beaucoup de ventes. Eux, ils misent beaucoup sur la jeunesse. Ils ont recruté aussi l'attaquant tchèque Patrick Schick. De la Roma. Donc c'est vraiment une équipe basée sur la jeunesse, avec quelques joueurs d'expérience, comme le gardien Gulacsi, international hongrois. Le capitaine est aussi hongrois, Willy Orban, défenseur central. Donc c'est plutôt une équipe qui a tendance à être autrichienne, française et allemande. D'accord. C'est ce remix qui fait la force de Leipzig. Ok, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que Leipzig cette année peut vraiment embêter Dortmund et surtout le Bayern sur la durée de la saison complète, avec les matchs de Ligue des Champions, avec des joueurs qui sont pratiquement tous internationaux maintenant à Leipzig aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à gérer ça? Est-ce qu'ils vont réussir à tenir la dragée c'est le cap Bayern et à Dortmund surtout? Voilà, passer ce cap-là. Pour l'instant, c'est bien parti. Mais après, c'est vrai que je pense que ce qui leur fera défaut, c'est l'expérience. Contrairement aux 12 autres équipes comme le Bayern ou Dortmund, qui eux déjà ont Ils sont des machines. C'est des machines. Manque de maturité. Je pense que le manque de maturité pour leur faire quelque chose. Donc après, ils sont dans un groupe en Ligue des Champions à Lyon, le Zenit Saint-Pétersbourg et Benfica. Donc on verra contre Lyon comment ça va se passer.
Et je pense qu'ils doivent jouer les troubles faits en Ligue des Champions comme en championnat. Après, pour revenir au championnat de manière plus générale, je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose par rapport aux états de forme, surtout l'état de forme du Bayern Munich, même si ils se sont rattrapés, ils ont gagné 6-0 contre Mayence, ils ont fait quelques bons résultats en Bundesliga. Je pense que le Bayern, c'est pas le Bayern qu'on a eu ces 10 dernières années, et ils ont perdu Robben, Ribéry. Certes, tu recrutes Coutinho et Perisic, mais tu vois, Robben et Ribéry, ça a tenu la dragée sur 15 ans. Et des joueurs comme ça, ils n'ont pas encore récupéré. Lewandowski est seul en pointe. Et il ne pourra pas tenir la... Pour moi, il ne tient pas la saison, Lewandowski. Il sera obligé de tourner. Comment tu peux être considéré comme une recrue Oui, comment c'est une recrue, mais comment tu sais, toi comme moi, qui peut se blesser à tout On ressent le débat sur les psys, messieurs. Un joueur phare peut-être dans cette équipe, Timo Werner. Timo Werner. Le terrain, on a une coucou, on l'a dit. Derrière, 3 mécanos. Non, le métronome de cette équipe, c'est Emil Forsberg, international suédois. D'accord. C'est par lui que je passe. C'est par lui que je passe. D'accord. Il fait penser un peu à Eriksen de Tottenham dans son jeu. D'accord. Pour moi, c'est pas les mêmes caractéristiques. Ouais. Et après, derrière, c'est très costaud. Et c'est surtout français, avec Mukele, Konaté et Upamecano. Peut-être les futurs internationaux. Futurs internationaux qui peuvent taper à la porte de l'équipe de France. Amar, peut-être quelque chose à rajouter sur Leipzig, le championnat Oui, j'adore ce championnat, j'aime le championnat allemand. Et Leipzig, c'est une équipe que je suis, pas aussi bien que tu l'as décrite, tu l'as très bien décrite, mais c'est une équipe que je suis et elle est basée sur la construction. Donc on ne peut pas, à l'Olympique de Marseille, souvent, par exemple chez nous, on veut une équipe de suite très forte, au PSG pareil et tout. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils passent par les fondations. Ils passent par les fondations et ils montent jusqu'en haut et c'est obligé que ça marche. C'est obligé que ça marche. 10 ans d'existence. Ouais, et j'en suis sûr qu'ils vont casser la baraque. Le club a été créé. Moi, je pense qu'ils vont jouer des trucs de fête, comme la question que tu posais tout à l'heure. Je pense qu'ils vont jouer dans les 3 premiers championnats. Sur ça, on est d'accord. Messieurs, quelques personnes ont quelque chose à rajouter sur cette équipe? Il a bien bossé. Il a très bien bossé. C'était au stade. C'est le plus sûr. Oui, j'étais à Leipzig, oui, tout à fait. Pour voir le match. Un envoyé spécial. C'est obligé. T'as les cernes, t'es KO. Prenez en de la graine. Il n'a pas dormi à l'hôtel, tu sais, là, on fait dormir Dans le vestiaire, c'est dans le vestiaire. Prenez en de la graine, messieurs. C'est bravo. Merci. Merci, donc on va. Championnat allemand, Laurent, on va passer au championnat italien. On retrouve donc la Serie A avec notre ami Jean-Yves, le Brad Pitt de l'Est Football. Allez, dis-nous. Dis-nous, on est. Moi, je vais parler de l'Inter de Milan exactement, qui est leader avec 3 matchs, 3 victoires. Le premier match qui a été gagné 4-0 à domicile face à Lecce. Le deuxième match 2-1 à Cagliari, un peu plus compliqué. Et le dernier 1-0 à domicile face à l'Udinese. Voilà, alors cette équipe de l'Inter, avec comme recrue phare, moi je mettrais Antonio Conte surtout, sur le banc de touche, voilà, qui joue comme pour habitude en 3-5-2, avec une défense assez solide, avec beaucoup d'impact physique, avec pas mal de recrues, avec Lukaku, Sanchez, les deux milieux de terrain, Barella et Sensi, qui pour moi va être le facteur X de l'Inter de Milan cette année. Très petit joueur, très petit gabarit, mais qui peut devenir un joueur top mondial. Après avec Politano et Godin, comme je l'ai dit, derrière. Donc voilà, cette équipe de l'Inter, elle commence déjà à ressembler à Conte. Elle n'a pas mis beaucoup de temps, voilà, il a placé son 3-5-2, transition, équipe assez basse qui va jouer vite vers l'avant. Après contre l'Udinese, mon avis personnel, c'était pas top. L'Udinese a pris un carton rouge au bout de 30 minutes, ce qui leur a beaucoup servi. Mais jusque-là, c'était très très poussif dans le jeu. C'était pas flamboyant, donc on voit que cette équipe se cherche. Pour moi, c'est encore un cran en dessous de Naples et de la Juve, mais elle aura son mot à dire jusqu'à un certain moment de la saison. Après, à voir si la sauce va prendre avec Alexis Sanchez notamment, dans quel état de forme il va être. Voilà. Après, à voir si Lukaku va maintenir son cap, marquer autant de buts. Donc voilà, un bon début de saison, mais à voir. Tu considères Sanchez comme une recrue, toi? Il fait partie des recrues, il est là, il a joué ce week-end. Personnellement, je l'ai trouvé amorphe quand il est rentré. Il y a un manque de rythme, c'est vrai, c'est ça. Ouais, mais il y a un manque de rythme. Non, mais là, c'est il y a un manque de rythme. Et il jouait pas à Manchester, il faut le savoir. Ça ne veut pas ressembler à un joueur de foot quand on a un ballon dans les pieds. Ça fait ce week-end, ça fait 2 ans que c'est fini, Sanchez. Il était lourd, quoi. Alors Sanchez, c'est l'Inter a fait du recrutement sur ça. Après le reste, comme dit c'est un prêt.
Ah oui, oui. Après, le reste, le gros recrutement qu'ils ont fait pour moi, en dehors de Lukaku, c'est Godin. Godin, effectivement, pour stabiliser la Godin, défense. c'est un gros recrutement parce que déjà, ça va stabiliser la défense. Effectivement. Ce qui leur a fait du mal l'année dernière, parce qu'ils avaient une défense un peu fragile. Et l'expérience. Oui. Surtout pour les champions. Après, pour moi, l'Inter a été libéré d'un fardeau aussi, il faut le dire. Icardi qui est parti au PSG, ça va libérer tout un club, parce qu'on sait que Icardi, avec sa femme, qui est agent, la dernière année, c'était un bordel pas possible. C'était n'importe quoi dans le club. Elle était là à pleurer sur les trucs, parce qu'ils ont levé le brassard, parce que ceci, parce que cela. Voilà. C'est vrai que ça fait une mauvaise ambiance. Il est parti, l'Inter redescend d'un cran, met quelque chose en place de propre, de sérieux, avec Antonio Conte, je le redis, qui va faire du très très bon boulot, c'est une certitude, surtout dès sa première année, comme partout où il passe, soit Chelsea avec l'équipe d'Italie. Donc voilà, après avoir dans la continuité, mais bon début de saison. Après, moi, ce que je vois sur ce qui vient sur Conte, c'est que j'ai l'impression qu'il travaille, ses performances arrivent vite avec ses équipes. J'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de 2 ans, 3 ans, tu sais, pour obtenir. C'est la première année surtout. Ouais, donc vous qui connaissez. C'est la première année, et après c'est plus difficile. Voilà, c'est en 2 ans. Tu sais, Mourinho, par exemple, c'était l'inverse. Le vrai Mourinho qu'on a connu, c'était plus la deuxième année où ça performait, ça arrivait à des résultats. Et Conte, j'ai l'impression, même ce qu'il a fait avec la sélection italienne lors de l'Euro, ces équipes à c'est différent l'Euro parce que c'est les tournois, on va dire. Là, ça va être sur une saison, mais j'ai l'impression qu'il arrive plus vite à ses résultats. Donc c'est pour ça que je pense que l'Inter peut vraiment concurrencer la Juve, voire Naples, parce que justement la Juve vont être sur la Ligue des Champions, tu sais, un peu l'Inter. Après, il faut se rappeler aussi, il ne faut pas oublier que Conte, c'est celui qui a relancé la Juve aussi. Effectivement. Au tout début, quand il a commencé à reprendre l'équipe de la Juve, c'est lui qui a relancé ce club. Parce que le club, il était habitué en reconstruction par rapport au scandale qu'il y a eu, remontant en Série B. Mais 4-5 championnats d'affilée, c'est compté. Après des champs. Après, là, c'est Deschamps qui fait remonter le club. C'est Deschamps qui fait remonter le club. Pendant 2 ans, ils ont eu Ciro Ferrara, Giampaoli. Là, ils ont récupéré Conte. 4 saisons, 4 titres. Mais Conte, l'avantage, c'est qu'il est très motivant. Voilà, pour moi, là où il est fort, Conte, c'est un super tacticien, c'est un meneur d'homme en parallèle. C'est ça. Souvent, on a soit un meneur d'homme, soit un tacticien. Là, il cumule vraiment les deux. Tu peux dire et là où... Non, j'ai pas de nom à dire pour le moment. Je pense à l'entraîneur de Ligue 1. Mais voilà. Mais là, il arrive vraiment à jongler entre ces deux statuts-là et avoir vraiment une osmose dans ses équipes. C'est des équipes qui jouent, qui ont du caractère. Quand je vois la défense centrale de l'Inter avec Rodin, Skriniar et De Vrij, le match qu'ils font samedi, les attaquants qui vont se décoltiner, il va falloir les passer. Après, c'est sûr. Kramar qui avait quelque chose à dire. Oui, sur Conte, parce que ça soit l'Inter ou ailleurs, il fonctionne toujours pareil, mais il fonctionne sur un collectif. C'est pour ça que ça marche très vite, parce que lui, il ne va pas fonctionner sur tel ou tel joueur pour être mieux. Mourinho, lui, il travaille sur les hommes, sur les individuels. Si Mourinho n'a pas le matériel pour travailler, c'est un peu nouveau aussi pour ça. C'est nouveau. Depuis, après Porto, c'est-à-dire avec l'argent, Mourinho a changé, mais Mourinho, il était pareil à Porto. Porto avec des joueurs, pas moyens, mais avec un collectif. C'est là qu'on a vu que c'était un grand entraîneur. Après, l'argent l'a pourri comme il pourrit. Donc voilà. Donc Conte, c'est ça, et moi, Conte, j'aime. Donc j'espère que ça va marcher pour lui et pour les terres de Milan, parce que c'est une équipe déjà. Après, comme je l'ai dit, je le redis, pour moi, le recrutement le plus intéressant, ça reste Stefano Sensi, le milieu de terrain qui arrive de Sassuolo sous forme de prépayant avec option d'achat, qui est déjà international. Et voilà, c'est très très fort, c'est techniquement, c'est coup de pied arrêté, c'est joueur à suivre. Là où je trouve, je vais faire une petite synthèse sur les équipes qui peuvent jouer la tête en Serie A, t'as la Juve aussi. Et la Juve, il faut voir, parce que je ne sais pas si les remplaçants, on va dire, de Sarri vont adhérer. Je vois qu'Emre Can a été énervé de ne pas être dans la liste de la Ligue des Champions. C'est Mandzukic aussi qui a sauté de la liste. Comment les mecs vont réagir? Parce que maintenant tu me mets un championnat, est-ce que je vais jouer le jeu au fond? Est-ce que même les titulaires vont adhérer? C'est ça, est-ce que je vais jouer le jeu au fond? Tu mets remplaçant sur la liste de la Ligue des Champions. Pourquoi un championnat de jouer le en tout cas, c'est depuis plusieurs années ce championnat de Serie A. On suivra ça, messieurs, avec une attention particulière. On va passer au championnat espagnol. Messieurs, on passe donc au championnat espagnol avec Antonis qui a choisi de nous parler d'Atlético, c'est ça? Voilà, exactement. J'aurais pu parler de Séville qui était premier avec
10 points pour l'instant, invaincu, ou de même Bilbao, invaincu pareil, tombeur en tête de Barcelone sur le premier match. Mais j'ai pris ce club-là parce que pour moi, c'est un prétendant sérieux pour le titre. Et je pense que ce résultat qu'il y a eu là ce week-end est un accro, un accident. Ouais, il reste sur une défaite. Et je mets ça sur le compte de, on va dire, de la Ligue des Champions qui arrive, la revanche face à la Juve qui se profile. Il avait ça en tête peut-être. Je pense que les joueurs avaient la tête un peu Le retour sur de ce, Barcelone sur ce, Après, sur ce après. match-là. Du coup, pour le mercato, on va dire que cet été, départ de 3-4 joueurs cadres. Griezmann d'abord, Griezmann, Godin, on va dire que c'était les départs principaux. Hernandez, même s'il a été blessé longtemps l'année passée, ça reste quand même un joueur cadre de cette équipe, remplacé par Trippier derrière. Trippier, Lodi, donc latéraux gauche-droit, et Joao Félix, qui en fait est là pour remplacer l'international français. Les 3 premiers matchs, on va dire, ont été assez poussifs, 9 points sur 3 matchs, victoire serrée chaque fois. On a vu un Atlético solide, mais qui s'est surtout, on va dire, contenté de miser sur ses individualités. C'est passé chaque fois. Là, par contre, ils sont tombés sur une équipe et sur un coach qui a joué le coup, on va dire, parfaitement, avec un 4-2-3-1, qui a su piéger le 4-4-2 classique de Diego Simeone. Durant le match, on a vu que les milieux offensifs comme Odegaard, qui a brillé vraiment sur ce match-là. Enfin, on l'attendait ce terme. On l'attendait, c'est vrai. Oyarzabal, pareil. En fait, les milieux ont su chaque fois se trouver derrière l'axe central de Madrid et a su trouver des espaces, a su trouver des décalages chaque fois. Et en fait, Madrid n'a pas su trouver la clé pour pouvoir contrer ça. Et Simeone, en conférence, nous a dit vous inquiétez pas sur ce match-là, on va avoir un Madrid offensif qui va prendre plus de risques, qui va tenter le tout pour le tout. Alors, il a mis tous les atouts. Morata par contre blessé. Et il n'a jamais su trouver la clé. En fait, il n'y a eu que 2 tirs cadrés pour Madrid. Ah oui, c'était vraiment. 2 tirs cadrés pour Madrid, possession pour les Basques et une victoire 2-0. Victoire sans appel pour moi. Très bien. On laisse la parole à Jean-Yves, qui avait quelque chose à dire. Je parlais du recrutement, la perte de Godin, justement, on a parlé tout à l'heure avec l'Inter de Milan. Est-ce que l'Atlético a tout le temps été poussive, entre guillemets, on va dire, ça a toujours été une équipe qui est accrocheuse, qui ne gagne pas par des scores fleuves, on va dire, qui n'est pas réputée pour attaquer à outrance. Mais est-ce que la perte de Godin, pour toi, ne fait pas plus mal que prévu à l'Atlético, au final? Ça peut, je pense. Après, il faut voir sur le long terme. Là, je pense qu'avec les recrues qui arrivent, pour l'instant, il faut que la mécanique soit millée, on va dire. Pour l'instant, c'est les premiers matchs. Les recrues, pour l'instant, dans la satisfaction. Ils ont été remplacés par Hermoso, l'Espagnol Barcelone, et Felipe de Porto. C'est quand même de belles recrues. C'est pas des gens qui ont le même aura, qui ont pas l'aura de Godin. Pas beaucoup l'aura de Godin, messieurs. C'était limite le bras droit de Simeone. Oui, c'est ça. On roulait sur le terrain. Il a une grosse vision tactique. Il s'appuyait beaucoup sur lui et même comme disait Griezmann aussi à l'époque, quand Godin n'est pas là, l'équipe ça jouait santé de suite. Au-delà même C'est un Godin. mec qui te pousse. Après, c'est une Même Godin, je le vois, ça joue dedans. T'es un attaquant, Godin, il te charge, tu vois sa tête, tout comme Ah ça. oui, il te c'est charge, vrai que tu c'est regardes. Ça fait peur. T'essaies de contourner, C'est un mec, même tu. Le truc a pas mangé avant. Voilà, c'est un dirait qu'il te mange à toi. C'est vraiment, il y a des joueurs qui sont impressionnés par Il fait Godin. flipper, c'est vrai. Et au-delà de ça, c'est un magnifique joueur, c'est un magnifique défenseur dans les lectures de balles. Il est très bon, dans le jeu aérien, il est exceptionnel. Je dis vraiment exceptionnel, c'est un très très gros joueur. Godin. Ça se voit pas parce que voilà, il n'a pas la coupe à Ramos, il n'a pas la vraie dégaine, il n'a pas la dégaine, on est d'accord. C'est des meilleurs défenseurs du monde. Mais au-delà de ça, c'est Un peu lent, non? Mais il s'est bien se passer sur le dispositif. Il joue sur son placement, sur l'expérience. Il compense. Simeone ne joue pas avec vraiment la défense haute. Voilà, À la c'est ça. limite, c'était Il pas. faut vraiment souligner son intelligence. Ouais, Ça, oui. ça passe au-dessus de Exceptionnel. Une vision tactique. L'Atlético, c'est une équipe qu'il faut qu'ils se reconstruisent parce que je pense qu'ils vont avoir quelques petits incidents dans la saison. Moi, je vais rebondir sur la complémentarité qu'il a avec Jiménez. Jiménez qui est un bon défenseur, hein, mais je pense qu'il ne sera jamais aussi fort que ce qu'il a été avec Godin. Parce que voilà, forcément. il est vraiment- Complémentarité. il jouait avec lui en sélection, il était avec lui en club, il le côtoyait tous les jours. Et à voir avec notre partenaire pour Jiménez. Savic, alors. Savic aussi. Après, là, ce qui a vraiment pêché, c'est pas le côté vraiment défensif.
enfin je veux dire, c'est pas les défenseurs centraux ou quoi qui ont posé problème, c'est vraiment, il y a eu une lutte entre les deux coachs, et un a su trouver la parade, et l'autre a été dans la réaction, mais sans pouvoir trouver vraiment ce qu'il fallait faire. Pour ça, exactement. vous, c'est plus une perte Godin que Griezmann, hein. Moi j'ai l'impression que sur l'Atletico, Les deux. les deux, j'ai l'impression sur l'Atletico dans ces dernières années, ils arrivent à toujours se situer au niveau de l'adversaire. Et c'est un problème aussi. Des fois, ils jouent contre des équipes relégables et ils galèrent à trouver la faille. Et ça peut être comme contre le Bayern Munich. Contre les Galais, Ils se mettent toujours au niveau de l'adversaire, hop, un peu dessus sur certains matchs. Et sur certains matchs, c'est en dessous. On l'a vu en Ligue des Champions ces dernières années. Ils ont réussi à tenir un trajet contre le Bayern, contre le Real, contre des très très belles équipes. Contre la Juve, l'année dernière, ils ont failli sortir la Juve. Parce qu'ils arrivent à augmenter le rythme. Mais tu vois, quand tu ne sais pas de tenir le ballon, de vraiment dominer le match dans ce côté-là, eh ben, des fois tu peux te faire surprendre. Et dommage que Simone ne veut pas modifier un petit peu son système. Moi, tu vois, j'aimerais voir un peu plus jouer à cette équipe. C'est vrai qu'on a vu là, par exemple pour l'année passée face à la Juve, on a vu là une limite. Parce que l'aller, c'est un match, on va dire, parfait pour la TNT. Et sur le point de vue sport, tactique, tout ça, franchement, il n'y a rien à redire. Sur le contenu du match. Ah oui, sur le contenu du match, c'est un match réussi, un match plein. Par contre, sur le retour, tu vois comme ils jouent, tu as 20 minutes de balle. Non. C'est l'Atletico. C'est l'Atletico. C'est Est-ce que son style de jeu n'est pas aussi prévisible? Ça fait des années qu'il joue comme ça. Donc peut-être que les adversaires maintenant sont plus surpris par leur jeu. Il ne changera pas, moi. C'est pas même comme Guardiola qui changera pas. Ça fait 6 ans qu'il fait ça. C'est des mentalités. Il y a 2 ans, il a gagné l'Europa League. Qui change en fait. Non, mais oui, c'est la parole de la fin. C'est Dominique avec un jeu. On va faire un résumé sur l'Atletico en général. L'Atletico, Tu penses que ça peut jouer le titre ou pas? Comme chaque année, dans les 3-4 premiers, en Espagne, c'est comme ça. On compte sur eux. Plus ou moins acté, on va dire. On compte sur eux, mais c'est vrai que l'intelligence de jeu doit passer devant. Ils ont perdu Godin, ils ont perdu surtout aussi Griezmann à l'attaque, et ça c'est important. Oui, pour ils ont perdu aussi. En fin de contrat. Merci beaucoup, messieurs. Voilà pour ce championnat espagnol. Merci Antonis. On passe au championnat anglais. Messieurs, on passe donc au championnat anglais avec Laurent qui a choisi de nous parler cette semaine de Liverpool. Ouais, je vais vous parler de Liverpool parce que... Le champion d'Europe. Le champion d'Europe, exactement. Parce que pour moi, ils sont sur la même continuité que la saison dernière. Donc vraiment costaud. 4 matchs, 4 victoires. Surtout le dernier match 3-1 contre Newcastle. Où on voit quand même la différence quand il y a Firmino et quand il n'y a pas Firmino. Parce qu'à la première demi-heure, c'était poussif, ils ont eu du mal. Quand Firmino est arrivé, enfin qui est rentré bien entendu, c'était plus du tout la même équipe. Et on voit vraiment que, comment vous dire, L'importance. Que la tactique de Klopp, elle est basée vraiment sur ce joueur-là en fait. Il est hyper important. Il a dit, exactement. Et même, je crois même que Van Dijk avait dit, pour lui, le meilleur joueur de Liverpool, le plus intelligent tactiquement, c'était Firmino. Donc voilà, et après, c'est une équipe qui joue très très bien. Moi j'aime beaucoup son jeu. C'est basé sur la tactique de Klopp, sur le Gegenpress. Donc pour les auditeurs, enfin ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, s'ils ne savent pas ce que c'est le Gegenpress, ça s'appelle contre-pressing, c'est-à-dire vite récupérer le ballon le plus vite possible. C'est-à-dire c'est en quelques secondes, un pressing très intense dans le camp adverse. D'où le deuxième but de Liverpool, c'est l'exemple parfait du Gegenpress et où Firmino joue un rôle important là-dessus. Après moi la question que j'ai à vous dire et que je pose à tout le monde c'est jusqu'à où va aller Liverpool? Est-ce qu'ils vont s'arrêter un jour? Parce qu'ils sont vraiment très costauds. 5 matchs, 5 victoires. C'est ça qui est énorme. Moi je pense que c'est leur année. Pareil. Ouais, moi, je pense que la victoire en Ligue des Champions l'année dernière les a lancés sur une série de victoires positives parce que le duel ça sera avec Manchester City bien sûr qui a perdu 3-2 chez le promu Norwich et pour l'instant je vois pas qui pourrait arrêter Liverpool dans ce championnat. Donc je pense que c'est leur année. C'est leur année. 5 points. Ils courent après un titre depuis 28 ans, il me semble. Depuis 1990. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, à la trêve, ils avaient 10 points. À la trêve, ils avaient 10 points et City avait rattrapé. Donc 5 points dans le championnat anglais, c'est rien du tout. Tranquille. Surtout en Angleterre. Jean-Yves. Je vais rebondir juste sur Klopp parce que voilà, pour moi, Klopp actuellement, c'est, de mon point de vue, c'est ce qui se fait de mieux.
Tactiquement, Numéro un, c'est énorme. Après, voilà, il sait comment utiliser les joueurs. Il a Firmino voilà, qui est exceptionnel. Et Firmino, il fait jouer Salah et Mané. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Vraiment, il entend une collision entre ces trois-là. Alors, personne n'en parle. Tout le monde parle de Mané, de Salah, parce que forcément, il faut en parler, parce que c'est des mecs qui mettent 30 buts par saison. Et que pour moi, ne sont pas assez mis en valeur. Mais Firmino, c'est classe internationale également. Et Klopp l'utilise à merveille. Voilà, il sait comment faire avec ses joueurs au niveau de l'affection, au niveau du jeu, du pressing. C'est une machine qui est huilée, quoi. Et j'espère vraiment pour eux que cette année, ils gagneront le titre. Parce que Klopp le mérite sincèrement. Là où ça va Moi, j'espère donner la parole à Maurice qui a quelque chose à rajouter. J'espère pareil. Bon, après, normalement, on doit être plus ou moins neutre, mais j'espère vraiment que Liverpool sera donc champion cette année. Après, on va dire que. C'est un souhait commun, j'ai l'impression. Oui. Après, pour moi, je pense que ce qui peut donc bloquer, c'est le banc de touche peut-être. C'est ce que j'allais dire. Où est la faille dans cette équipe? Je pense que les effectifs. Et lorsque les matchs vont venir par le mois de décembre, janvier, le Boxing Day, où il va falloir jouer tous les 2-3 jours, tout ça, j'ai peur qu'ils vivent un peu ce qui s'est passé l'année passée, que ça coince. Moi, ce que j'allais dire sur Liverpool, le problème par rapport à City, c'est que City a pratiquement deux équipes, et Liverpool, on connaît leur banc. Ça va être par exemple Origi. Chamberlain est une recrue parce qu'il était blessé, il s'était fait le ligament croisé, il est revenu il y a pas longtemps, c'est à 2-3 mois je crois. Voilà. À la fin de la saison dernière, Chamberlain est revenu. Tu as le jeune Ryan Brester qui était un très bon jeune qui en devenir, qui fait souvent des entrées et tout ça. Et après au milieu de terrain, ça tourne souvent avec les mêmes joueurs. C'est vrai que sur la largeur d'effectifs, c'est pas le top, mais je sens quand même que les mecs sont concernés, tu vois. Je sens que les mecs sont concernés, et quand on voit hier, il y a des équipes qui ont galéré au retour de semaine internationale, alors que eux, ils étaient prêts. Bon, tu joues Newcastle qui. Voilà, c'est. Bruce, c'est pas l'hiver à Bruce, mais bon, ça c'est notre débat, ça c'est autre chose, mais quand même, je les trouve concernés. On fera prochaine semaine. Jens Milner qui est toujours là. Xherdan Shaqiri. Mais ce qui est impressionnant, c'est chaque fois, tu parlais de Klopp, il a fait une équipe. Il n'a pas fait des individualités, il a fait une équipe des mecs comme Milner, comme Anderson. Tu les mets seuls dans un club, on va pas te faire avancer l'équipe, on est d'accord. Maintenant tu me mets Milner, je vais pas te dire, j'ai Milner, j'arrête mon mercato, tu vois. T'as Milner, mais dans ce rouage-là, dans cet effectif-là, tu sais, ça peut. Ça fait la main. C'est des joueurs de devoir. Les joueurs de club. Les Wijnaldum, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une osmose de partout, que ce soit le stade, les supporters, la mentalité historique de Liverpool, l'entraîneur, les joueurs, on dirait que tout est fait que pour que ça marche, mais à merveille. Et là on le voit et ça se traduit sur les résultats, après c'est magnifique. Après on va voir c'est clair l'instance. Et là voilà. Parce qu'à Dortmund c'était la même chose. Mais bien sûr. Après faire attention, c'est très bien. Quand même, il a réussi de faire avec Dortmund un truc quand même exceptionnel. Il avait une grosse équipe, mais il a installé ce climat à Dortmund comme il a installé Liverpool. La même chose. Cette ambiance, cette proximité avec les joueurs, le public, tout. Oui, mais après, comme il disait tout à l'heure, que le pognon ça pourrit un peu, Klopp il a l'avantage de jouer à Liverpool. C'est-à-dire qu'en termes de recrutement, il a recruté qui voulait. Ce qu'il ne pouvait pas faire à Dortmund. Parce qu'il a 80 millions sur Van Dijk. Mais il n'a pas recruté. À Dortmund, il n'aurait pas fait. Mais là, c'était les 2-3 dernières saisons, il a envoyé du lourd. Bien sûr. Alisson, 70 millions. Van Dijk, 80 millions. À Dortmund, il n'aurait pas fait. Il va prendre la il est arrivé, il a dit oui, mais. Ce que je veux te dire, c'est que là, il a un petit avantage en plus, c'est qu'il y a le pognon avec. Ouais, mais et ça fait quelle grande équipe européenne n'a pas de pognon aujourd'hui? On est d'accord, mais c'est ce qu'on dit. Surtout en Angleterre. Il y en a qui recrutent tout et n'importe quoi. Klopp cette année, il a dit voilà, j'ai mon trio offensif. J'ai mes remplaçants qui sont déjà là, comme Origi, comme Shaqiri. On aime, on n'aime pas, mais il va s'appuyer dessus. C'est le groupe, bien sûr. Donc voilà, cette année, la meilleure recrue cette année, c'est de ne pas avoir recruté. C'est exactement Après, ce ça qu'il peut a être préjudiciable, hein. Attention, messieurs. C'est exactement ce qu'il a fait à Dortmund. Moi je trouve que ça dépend. À Dortmund, en fait, ce qu'il faisait, c'est que chaque année, il recrutait 2-3 joueurs afin d'avoir son équipe type. Et là, il a fait exactement pareil à Liverpool, sauf que là, il a maintenant son équipe type. C'est ça. Faut voir aussi se débrouiller, tu sais, après le Boxing Day. C'est ça. C'est là où tu perds des points. C'est trop long, C'est ce qu'il disait Flo. Le championnat c'est trop long. C'est Pas forcément se gagne, mais se perd le titre. On parle de recrues, mais il a lancé des jeunes aussi. Bien sûr. Robertson, Trent Arnold, sur les côtés. Donc,
Il y a une osmose en Joe Gomez, Les latéraux qui il ne faut pas enterrer ces chiffres, les gars. Il ne faut pas les enterrer. Mais je pense que pour le bien du football, pour le bien du championnat anglais, ça serait bien que Liverpool soit champion parce qu'il le mérite. Il le mérite, c'est ça. On donne la parole à Marc. Il n'y a pas de débat, je suis d'accord avec tout le monde, mais ce recrutement, il est fait surtout pour entrer dans sa coordination collective. À lui, c'est lui qui. Klopp, il a un ego, mais positif. C'est-à-dire il va tout faire pour que son équipe lui ressemble, comme il a fait à Dortmund et comme il fait à Liverpool. Ce que j'aime dans ce championnat anglais, c'est que dans leur ADN, c'est la zone. Nous, on ne connaissait pas ça avant, le football latin. On a appris ça quand on a lâché nos Eric Cantona, nos Thierry Henry, nos Nicolas Anelka. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas compris. Ils contrôlaient le ballon, ils se retournaient, il n'y avait personne pour les attaquer. Ils avançaient, personne pour les attaquer. Ils frappaient, ils marquaient, ça devenait les meilleurs joueurs de la planète. Donc ce football anglais, il me plaît parce que les meilleures équipes sont latines en fait. Elles sont italiennes, elles sont françaises, elles sont espagnoles. Quand ils arrivent là-bas, ils se régalent. Les mecs, ils se régalent. Et puis doucement, un jour, ce football-là, il va disparaître quelque part. On va tout jouer le mixte. On va faire comme en France. C'est-à-dire, on va jouer la zone pour se faire plaisir, comme on a vu au OM Monaco dimanche. Mais d'un autre côté, quand il y aura du marquage, ça va faire mal. Et puis les Anglais, un jour, ils vont disparaître. Ils ont intérêt de changer de football et jouer comme nous. Et après, ils vont arrêter de nous recruter. Liverpool fait partie, je pense, des 3-4 meilleures équipes du monde. Depuis l'année dernière, de toute façon, ils n'ont pas gagné le championnat d'Angleterre, mais ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils sont même candidats Autant à City City déjà des champions. Bien sûr, C'est certain. Et puis autant City comme Liverpool. Tous les deux. Et j'aime énormément Liverpool. De toute façon, il n'y a pas d'équipe que j'aime. Il n'y a pas de débat. Merci. Jérusalem, pas de souci. Merci messieurs pour donc ces 5 championnats. On va passer à la chronique pronostic. On passe de suite donc messieurs à la chronique pronostic. On va donc commencer par le championnat de France avec Nordi. Alors, quelle est la cote que tu as choisie? On va rester sur l'équipe en forme dont j'ai parlé précédemment. Ça va être l'Olympique de Marseille qui joue contre Montpellier. Donc la cote est environ à 1,80-1,90. Je vois une victoire de l'OM 1-0. Après bon, je pense que c'est par rapport à la série actuelle, même si Montpellier n'est pas mal non plus. On passe le tir. Ouais, je vois bien Marseille gagner, surtout que Montpellier a gagné contre Nice quand même. Il s'est fait balader petit même 25 minutes. Donc je vois bien Marseille s'imposer au Vélodrome sur la lancée de ces matchs. Très bien. Championnat allemand avec Benet. Alors je vais rester sur mon équipe, Leipzig. Ce week-end se déplace au Werder de Brême. La cote est à 1,75. Donc c'est la première équipe à l'extérieur pour l'instant du championnat d'Allemagne. Donc pourquoi pas. Bien sûr, je prends le tête. Après, je prends le tête. L'habitude. Série avec Jean-Luc. Alors moi aussi je vais rester sur l'équipe à forme l'Inter qui se déplace pour le grand derby de Milan, au Milan AC plutôt. Donc moi je vais jouer l'Inter ne perd pas, en double chance. D'accord. Voilà, le Milan a du mal et l'Inter est en forme. Voilà. Très bien. C'est le même stade. Dans l'esprit, on passe au championnat espagnol avec Anto. En Espagne, moi je joue match nul pour la partie entre Valence et Leganés. La cote est à 3,80 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est la chercher ça. 3,80. Pourquoi? Paris risqué. Parce que Valence est en train de rentrer dans une très grande crise au niveau des institutionnels. Exactement. Le coach Marcelino s'est fait en fait virer par à cause de divergence d'opinion, malgré le titre, malgré la qualification pour la C1, tout ça. Valence, du coup, les cadres sont montés au créneau pour défendre Marcelino. Ils ont coulé samedi, dimanche là, contre Barcelone 5-2. Et là, je les vois pas se relever. Très bien. Le championnat donc anglais avec Laurent. Alors moi, je vais mettre pareil que vous tous. Je vais parler de l'équipe. Tu choisis vos équipes, est-ce que je vois? Non, je vais parler de l'équipe en forme contre Liverpool. Je vais mettre avec Mathieu City la dernière 3 minutes. Pouki encore. Je vais mettre Chelsea-Liverpool. Donc, et je mets les deux équipes qui marquent. Liverpool gagnant. D'accord, elle est à 2,95. Et je pense franchement que c'est jouable. Très bien. Attention, Sachez que vous êtes notés, messieurs, hein, vous êtes suivis toute la saison.
Ah, mais attention à ce que vous donnez comme match. si son truc de Leganés il passe, Gagne pas, le classement. Le gagnant sera récompensé, le perdant par contre, trouvé. Merci pour cette chronique pronostic, donc on passe tout de suite à la chronique Jeunes Espoirs. Bonjour à tous et bienvenue à cette première chronique jeune. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ryan Cherki, un jeune joueur français de 16 ans qui vient de signer son premier contrat pro à Olympique Lyonnais. Le jeune milieu de terrain a fait couler beaucoup d'encre au début de mercato, quand de grands clubs comme Juventus de Turin tentaient de le débaucher. Mais malgré les nombreuses offres de grandes équipes européennes, c'est bien son club formateur qu'il a décidé de signer son premier contrat pro. Toutes ces convoitises ne sont pas infondées, car le jeune espoir français cumule les qualités. Tout d'abord, sa qualité technique, très au-dessus de la moyenne, lui permet de faire de grosses différences individuelles. Mais il ne fait pas qu'enchaîner les dribbles sans intérêt, car il est aussi doté d'une excellente vision de jeu, dont découlent d'excellentes passes clés. Sa finition n'est pas en reste, comme le prouve son but face au Jura du Sud, à la fin du mois d'août. Bien que droitier, il possède une certaine aisance du pied gauche qui lui permet de se rendre imprévisible. Il n'a pas encore joué de match en pro, mais il s'entraîne déjà avec le groupe de Silvino et est titulaire de l'équipe U19. Une belle promesse d'avenir pour le football français. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'un milieu de terrain de l'AS Ajaccio. Bonne semaine à tous. Messieurs, donc merci Ethan pour cette chronique Jeunes Espoirs en devenir. Très, très bon reportage. Donc du coup on passe à la chronique. Donc l'invité du jour, notre parrain. Merci encore d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, donc on va te parler de ton actualité. Alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ouais, faut que tu me tutoies. Donc oui, alors moi je suis animateur dans une émission de football comme vous. D'accord. Mais on parle plus de football amateur et ça va devenir un peu du sport amateur en général sur Marseille. Très bien. Donc on est dans le média Le Tarpembier, on est à l'intérieur de ce média, on a nos locaux à l'intérieur, on est dans leur studio, on profite de tout ce qu'ils nous offrent. Parce que c'est Bien sûr. C'est le Tarpembier qui nous offre tout ça. Et mon émission s'appelle Le Banc de Touche, je suis accompagné de Samantha qui fait des reportages, je suis accompagné de Mathias Pujade qui fait les lives des matchs du Tarpembier, les matchs de l'OM, mais sans les droits télé. Je suis accompagné de Borbio. Borbio, c'est un humoriste qui ne comprend rien au football, donc je me régale. Et voilà, non, mais il me tient un peu le spectateur qui nous regarde, qui n'aime pas forcément le foot, mais qui a envie de rire, et qui a envie d'être avec nous. Donc, et avec moi, il y a au montage, il y a Raphaël Koulou, il y a une très très belle équipe, il y a une très très belle équipe avec moi, un peu comme vous. Une équipe de potes, une équipe de potes, et on essaie de véhiculer une passion qui nous anime tous, et, bien sûr. Et on fait exactement ce que vous faites, et voilà, on essaie de... Sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver du coup? Sur Facebook, plus majoritairement sur Facebook. Ouais, donc ça s'appelle Le Banc de Touche, c'est dans le média Le Tarpembier. On peut nous retrouver aussi sur YouTube, voilà, et après, moi je fais aussi des petits trucs avec le groupe Homeboy, donc moi et mon collègue Borbio, et je fais quelques articles avec mon surnom, l'expert. On va dire, c'est une boutade l'expert, parce qu'on est tous experts de quelque chose, hein, c'est une petite boutade, et donc c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça. Pour des fois, pour me dire vraiment, je suis expert dans un sujet, mais des fois aussi pour me dire, toi qui sais tout, vas-y, dis-moi ce que tu sais, mais c'est tout bidon, comme dire Marseille. Donc voilà. Voilà mon actualité. Très bien, alors merci beaucoup. Bravo. On te suivra, on te regardera. Bravo, on te suivra. Vraiment, on te suivra ça avec impatience. Encore merci. Voilà messieurs, c'était tout pour nous aujourd'hui, donc merci à l'équipe. Merci à vous. J'espère que vous avez bien. Si tu l'envoies la musique, tu peux m'envoyer avec lui, s'il te plaît. Bien sûr. La production est limitée, mais on va faire un petit effort. Il dort pas à l'hôtel, c'est bon. Je pense bien. S'il y a assez d'argent, libre à lui, on peut payer le vol. En tout cas, merci beaucoup messieurs. Merci, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine, tous les mardis sur la chaîne YouTube Instant Football. Bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.